Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Du côté de Bordeaux, on est en Belgique, on est du côté de Pau et nous sommes à Besançon. Votre invitée est née à Martigues en sortant de l'hôpital à l'âge de 15 ans. Elle a écrit son premier roman. Elle enchaîne aussitôt sur l'écriture d'Angéline, texte qu'elle publiera d'auteur. Elle décide ensuite d'entamer la rédaction d'un livre sur Aliénor d'Aquitaine, sujet qui l'obsède depuis 1993. En 1997, elle se voit confier la création et la mise en scène d'un spectacle mêlant théâtre, chant et danse par le maire de Saint-Martin-la-Cassonne. Le projet est un vif succès et le ministre de la Culture dépose le texte aux Archives nationales. Votre invitée devient par la suite intermittente du spectacle. En 1998, elle achève la première version de son livre et un an plus tard, elle se lance à la recherche d'un éditeur. Elle obtient le soutien de la région Aquitaine et le directeur de XO Éditions. Il repère son texte, elle lui fait signer un contrat. C'est également grâce à lui et à la chanson qu'il fredonna en sa présence qu'elle trouva le titre définitif de son roman, Le lit d'Aliénor. Aujourd'hui, ses livres sont publiés dans de nombreux pays européens. Elle compte des millions, oui, de lecteurs et de fans. Elle fait partie aussi de la Ligue Imaginaire. Il s'agit de Mireille Calmel. Elle vous présente son dernier roman, La prisonnière du diable, aux éditions XO, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier Mélanie, qui se reconnaîtra et qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Mireille Calmel, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour. Comment allez-vous, Mireille? Et je vais très bien, il fait très beau à Bordeaux, donc belle journée pour pouvoir discuter avec vous le temps qu'il faut. On est très heureux d'être avec vous, Mireille. C'est vrai, quand on regarde votre parcours, tout ce beau chemin déjà parcouru, on peut se dire que ce n'a pas toujours été si facile pour vous, Mireille. Non, mais la vie construit, donc de ces blessures, il faut renaître. C'est ce que j'ai réussi à faire, c'est ce que j'ai réussi à transcender, et je n'ai aucun regret malgré la souffrance d'hier, parce que cette souffrance-là a construit celle que je suis aujourd'hui, et finalement, je me sens pas si mal dans ma peau maintenant. Oui, c'est vrai que ce sont des épreuves qui vous ont permis de, on va dire, vous forger, de vous endurcir, peut-être. Forcément, quand on est confronté à la mort aussi souvent, c'est quand même arrivé 5 fois, donc oui, il y a forcément une part de soi. D'abord, on cesse d'avoir peur, on cesse d'avoir peur du quotidien, on cesse d'avoir peur de la vie, on cesse d'avoir peur de la mort surtout, et puis on avance. Et à partir du moment où on avance, on construit forcément. Et puis on construit dans l'amour, évidemment. Évidemment. Mireille, comme vous le dites, et je cite, tant que j'écrirai, je ne mourrai pas. Racontez-nous, oui, votre amour et cette passion pour l'écriture qui vous tient en fait, hein. Elle me tient complètement, oui, puisqu'elle a toujours été mon moteur, et effectivement qu'elle m'a donné la force de me battre. Alors évidemment, c'est pas le médicament miracle, sinon ça se saurait, hein. Mais et chaque fois que j'ai été en perdition, quelque titre que ce soit, l'écriture a toujours été là. Alors après, maintenant, je me suis rendu compte qu'au-delà de dire l'écriture m'a sauvé la vie et j'écris pour ne pas mourir, je me suis rendu compte en fait que j'écrivais surtout pour des gens qui étaient morts et qui n'avaient pas envie de l'être, hein, finalement. Continuer de faire de moi une passeuse de mémoire. Et finalement, ça me va très bien. Quand vous n'écrivez pas, notamment, qu'est-ce que vous aimez faire? Oui, Mireille, quelles sont vos passions? Je crois qu'il y a la natation, hein, j'ai cru comprendre, hein. Ça, c'est plus d'ordre médical qu'une passion. J'aime beaucoup nager, mais c'est vrai que les traitements lourds de mon dernier cancer il y a 12 ans, en fait, on peut brûler des choses au niveau osseux, donc il faut que je consolide tout ça. D'où le fait de nager tous les jours, voilà, pour consolider. Je marche aussi, parce que j'ai la chance de vivre dans la forêt, donc pas très loin de la plage, mais dans la forêt. Donc je fais de grandes balades aussi, mais je ne déteste absolument pas aller prendre le marteau, la colle à carrelage, le carrelage. Bref, enfin voilà, j'ai eu la chance aussi dans ma vie, parce que c'est une chance pour moi, puisqu'il est le père de mes enfants, d'avoir vécu pendant de longues années avec un maçon, un grand maçon, qui m'a appris beaucoup de choses. Donc voilà, donc je fais du carrelage, je fais du ciment,
Et un peu de plomberie aussi, un peu d'électricité, enfin tout ça, quoi, voilà. Donc, et de la peinture. Enfin, bref, je sais bricoler. C'est excellent ça. ETS Mireille Calmel pour vous servir. En clair, quand je ne voudrais plus écrire, je pourrais me reconvertir dans le bâtiment. Nous sommes chez vous, ça tombe bien, et juste derrière, il y a une magnifique bibliothèque. Ben, on va derrière elle, on se retourne, et notamment vous, et vous aussi qui vous regardez, tout simplement. Ben, qu'est-ce qu'on peut y retrouver notamment? Ouais, elle est magnifique cette bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Là, je vois qu'il y a vraiment de beaux livres. Hein. Beaucoup de doc, évidemment, puisque je travaille beaucoup, mais il n'y a pas que, il y a aussi tous les bouquins de mes copains, il y a tout ce que j'espère lire. Elle est très grande, vous n'en voyez qu'une petite partie, mais elle est très grande. Et, et voilà, donc il y a, il y a de tout. Je me pousse, hein, regardez, vous voyez. Allez-y, on est avec vous. Magnifique. Pareil au Moyen-Âge, il y a, voilà, il y a de tout. Voilà. Et puis il y a mes livres aussi, un petit peu de ce côté quand même, parce que faut pas oublier. Oui, quand même. Hein. Voilà, il y en a un peu partout. Là, vous êtes dans mon bureau, en fait, là où j'écris, et, j'ai un peu tout à ma disposition. Ah, excellent. Donc, c'est là où vous écrivez. Bien. Et l'écriture, elle se fait plutôt quand, Mireille? Je vous montre, parce que évidemment, il y a le côté comme ça, mais le côté vraiment, vraiment sympa, vous voyez, il est. Attention. Regardez si j'arrive à pas faire tomber tout. Regardez, regardez. Hop là, je peux visiter. Oh là là, magnifique. Oh, on va se poser puis boire un café. Moi, j'ai bien envie. Touche Eric Albel. Oh, magnifique. Ah oui, Voilà. vous avez une sacrée belle vue pour écrire. C'est ah oui, franchement, ça doit être l'inspiration 100% Voilà, facile. tout ça chez moi, voilà. Donc, là, Excellent. je suis vraiment dans la. Quand je vous dis que je suis dans la forêt, je suis vraiment dans la forêt. Donc, C'est bien ça. Aujourd'hui, on s'invite chez vous et on est très heureux. Mireille, ben, on va s'intéresser forcément à celui-ci, à votre dernier roman, La voilà, bien sûr. prise quotidienne aux éditions XO. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman? Expliquez-nous. Là, on va rentrer dans le bizarre. Alors, en fait, vous savez, bon, je pense qu'on en a déjà parlé, d'ailleurs, Guillaume. Je pense qu'on a parlé de ça. Depuis toute petite, moi, je vis avec des rêves récurrents que je n'explique pas. Et que j'explique d'autant moins que je suis une vraie cartésienne et que j'aurais besoin d'explications rationnelles. Or, je n'en ai pas. On rentre dans ce qu'on appelle le paranormal. Alors, avec ce terme qui me déplaît, parce que je considère que ce n'est pas parce qu'on n'explique pas les choses aujourd'hui qu'on ne les expliquera jamais. Le simple fait de penser qu'aujourd'hui, on peut regarder la télévision sur son téléphone me laisse à penser que tout est possible dans 20 ou 30 ans peut-être. Avec, évidemment, ce qu'on va découvrir sur les ondes quantiques, on va certainement se rendre compte que toute notre forme de pensée, nos émotions n'étant que des ondes, elles se baladent un petit peu partout et qu'on a peut-être la chance d'avoir des décodeurs, certains dans la tête, pour pouvoir approcher petites ondes par-ci par-là et devenir une raconteuse d'histoire. Donc voilà, donc en fait ça se passe comme ça, je fais des rêves récurrents qui au fil des jours deviennent plus dense, avec les noms, des dates, des lieux, et à un moment donné, la curiosité prend le dessus, quand ça devient vraiment obsédant. Et mon copain Google, quand même, répond une partie de mes questions, me permet de vérifier à 97% en général que tout ça est vrai. Et après, je fais appel évidemment à des historiens, des médiévistes, à des archivistes pour aller compléter sur le terrain tout ce qui me manque pour vraiment aller au bout de l'histoire. Donc voilà, alors le livre il est arrivé exactement comme les autres, l'image de cette roue qui tournait quelque part et sur la tranche de laquelle s'inscrivait un nom, une date et un lieu, le nom de la personne qui doit mourir, pas pour ce qu'elle a fait, mais parce qu'elle est devenue la prisonnière du diable, et puis le village du Tel avec les personnages que vous avez découverts dans ce livre. Voilà, donc à partir de là, tout était posé et j'ai plus qu'à suivre le fil de ces petites choses qui arrivent par le biais de je ne sais pas quoi. Alors du coup, ben, vous avez réussi tout à assembler tout ça, tout était planté, le décor est planté. Ensuite, il faut coucher ça sur papier. Comment s'est passée la phase d'écriture, oui, en termes de chapitres et autres, et puisque vous aviez quand même un plan détaillé dans votre tête ou écrit, comme peuvent le faire certains auteurs? Je n'ai jamais de plan détaillé dans ma tête. J'ai la structure de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire celle qui est incontournable. Et puis j'ai surtout
je dis, ces espèces de rêves qui continuent à alimenter tout le temps de l'écriture et qui font que l'histoire coule. Je ne me pose pas de questions, je ne fais jamais de plan de chapitre, je ne sais jamais ce qui va se passer en fait au chapitre suivant. Et c'est aussi ça qui me plaît, parce que je crois qu'à partir du moment où je créerai, alors je l'ai fait pour d'autres textes qui n'étaient pas du tout conçus de cette manière-là, entre autres pour les spectacles que j'ai faits de théâtre et autres avant. Mais c'est ça que j'aime, c'est me laisser surprendre parce que parce que je ne maîtrise pas. Et je suis exactement, c'est pour ça aussi peut-être qu'on dit que mes livres sont habités, mais je suis exactement dans la posture du lecteur, c'est-à-dire que quand j'écris, je suis un lecteur qui découvre l'histoire. Et ça, c'est magique. Donc c'est pour ça que chaque fois que j'arrête, j'ai besoin d'avoir la motivation ou quelque chose qui fait que j'ai envie de recommencer le lendemain, cette tension intérieure qui fait que voilà, j'ai besoin de continuer en permanence. Et c'est aussi pour ça que les chapitres sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire toujours, quand j'arrête, en fait, vous avez l'impression, vous, qu'il y a des cliffhangers à la fin de chaque chapitre, c'est ce qu'on me dit, sauf que je ne les maîtrise pas, et ils ne sont que le reflet de ce que moi j'attends derrière. Donc en fait, quand vous êtes dans l'attente, vous, de la suite, c'est parce que j'ai arrêté à ce moment-là. Je suis en attente de la suite. Donc je suis un écrivain lecteur à fond, et j'écris les livres que j'ai envie de lire, certainement. Mais à plus forte raison, par un biais un peu particulier, un canal un peu particulier. C'est vrai que quand on vous lit, on ne fait que tourner les pages, on est captivé, vraiment, et on a envie de... Il y a vraiment, oui, comment dire, c'est captivant, c'est captivant. On est embarqué par l'histoire, on est embarqué par toute l'atmosphère qui se découle, toutes les émotions, et puis les pages de chapitres, oui, c'est vrai, c'est du thriller, et ça se lit magnifiquement bien. Donc bravo à vous. On va revenir sur l'histoire, bien sûr. Racontez-nous en quelques mots cette incroyable histoire que va vivre notamment Ersandre. Et comme toujours, je viens de le dire, mais c'est vrai, vous nous captivez du début jusqu'à la fin. Bravo Mireille. Alors Ersandre est une personne assez froide d'état d'esprit, puisqu'elle a vécu des choses très dures dans sa jeunesse, qu'elle a pris le parti de les surmonter, et puis surtout qu'elle est préparée depuis ce temps-là à être celle qui va recevoir le message de la roue et celle qui va le transmettre à l'exécuteur. Donc celle qui va donner l'ordre indirectement, mais quand même, de tuer, au nom de Dieu. Hein. Donc elle s'occupe du sanctuaire de la Madone, le sanctuaire de Notre-Dame, tout en haut du village d'Utel. Donc vous avez le village d'Utel là, le sanctuaire de la Madone qui est ici, qui surplombe. Et Utel, c'est un petit village sur les hauteurs de Nice, entouré par les montagnes. Et donc vous imaginez une atmosphère un peu particulière où on est un peu coupé de tout, même si la route du sel passe juste par le village et donne un petit peu de vie à ce village. Donc on a Ersandre qui reçoit ce message, qui est préparé à ça et qui, quelque part, l'attend avec une espèce de jubilation intérieure parce que c'est quand même un honneur d'avoir été choisi pour transmettre le message divin, pour être le relais de Dieu. C'est une nonne, donc elle a vraiment toute cette dimension-là. C'est aussi une herboriste, donc il connaît bien toutes les plantes de la montagne, et des plantes guérisseuses. Donc elle est à la fois, vous savez, celle qui peut guérir et celle qui peut tuer. Donc ce personnage-là extrêmement puissant dans sa démarche, s'attend à tout, sauf à ce qu'elle va découvrir sur le message. Le nom, en fait, qu'elle va lire ne devrait pas s'y trouver. Pour elle, ne devrait pas s'y trouver. À partir de là, évidemment, tout bascule, puisque son devoir lui impose d'aller dans le sens de la volonté de Dieu. Des événements majeurs, je ne les dévoilerai pas évidemment, vont l'amener à se dire qu'elle n'a pas le choix, et en même temps, elle lutte contre son cœur et contre son âme. Donc on a un vrai combat là, très fort sur Ersandre. Et ça, c'est un des personnages, parce que tout le livre se passe entre Utel et le sanctuaire. Voilà, à part la première scène qui est évidemment auprès de la roue que j'ai située en Égypte, alors que peut-être qu'elle ne s'y trouve pas. Hein, Donc on a cette espèce de huis clos entre le village et le sanctuaire, et tout le monde dans le village ou dans le sanctuaire peut être à la fois l'exécuteur
et à la fois lascive. Imaginez donc que ça crée quelques tensions. Bien sûr, j'ai joué. Eh bien, ne nous en dites pas plus. On remonte la magnifique couverture. Très bel ouvrage. Un excellent thriller médiéval vertigineux dans les flammes de l'enfer. C'est signé Mireille Calmel. Quels sont vos projets pour la suite, Mireille? Oh, plein de choses. J'ai plein de choses. Génial. Notre roman, évidemment, chez XO, évidemment. Ça, ce sera pour le printemps prochain. Mais enfin, je touche au bout d'une aventure que j'ai commencée il y a 10 ans avec un dessinateur. Le projet va enfin naître. Nous allons faire l'année prochaine, nous sortirons l'année prochaine le premier tome de l'adaptation BD du Lit d'Aliénor. Ça, c'est un super projet pour moi. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et vous allez voir, le dessin est absolument fabuleux. Donc j'adore, je suis très impatiente de ça. Et puis, je le précise bien, je ne fais absolument pas une entorse à ma fidélité à XO, puisque Bernard Fixot est tout à fait au courant et j'ai son aval. Je vais collaborer avec les éditions Belin l'année prochaine aussi. Et je vais sortir pour eux un petit roman historique à l'attention des CM1, CM2, voilà, qui sera calé sur les programmes scolaires. L'objectif étant que les enfants retrouvent mon style, évidemment simplifié, puisqu'on est évidemment avec des enfants de 8-10 ans, mais pour que véritablement ils soient happés par l'envie de tourner les pages et par l'envie de se rendre compte que la lecture peut être vraiment un plaisir. Et voilà. Donc l'idée, c'est de leur donner le goût de la lecture très vite, avec une vraie histoire, un vrai thriller médiéval. Donc chouette, rien que pour eux. Voilà. Et mes petits-enfants sont ravis, je vais vous dire. Super, bah, écoutez, on a hâte de découvrir ce magnifique roman adapté pour les CM1, CM2 et puis la BD également. Génial, super, que de beaux projets. Allez, on va continuer et terminer en douceur, Mireille. Vous n'allez pas y échapper. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Plutôt Moyen-Âge ou la Révolution? Évidemment, Moyen-Âge. Ça, c'est facile. Et sérieusement, est-ce qu'un jour il peut y avoir un roman historique par vos soins sur le Moyen-Âge ou alors pas du tout? Sur le Moyen-Âge, oui. Sur la Révolution, peut-être moins. Enfin, sur le oui, la Révolution, je voulais plutôt dire. Enfin bref, je sais plus ce que j'ai dit, c'est pas grave parce que c'est vrai que c'est une question qui me taraudait. C'est vrai que vous faites le Moyen Âge, voilà, et la Révolution. Bon, il y en a, ouais, c'est pas quelque chose. Il y en a tellement eu dans l'histoire. Oui, parce qu'on parle évidemment de la Révolution, mais il y en a eu beaucoup dans l'histoire des révolutions. Et comme je ne me cantonne, je ne sais pas, peut-être qu'un jour une belle héroïne russe, française, ou j'en sais rien, viendra me chatouiller et à ce moment-là, peut-être qu'elle me racontera son histoire et que j'aurai envie de vous la conter. Pour l'instant, bon, après je ne me cantonne pas non plus au Moyen-Âge. Les Lévianes de Venise, on était au XVIIe. Oui. Voilà, donc voilà, je ne ferme pas ma porte, mais je crois que de toute façon, le plus beau livre à écrire, c'est encore celui que je n'ai pas écrit, évidemment. Évidemment. La chose dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle? La chose dont je suis la plus fière, mes enfants, et ce ne sont pas des choses. Oui. Citez trois mots qui, selon vous, définissent la ville de Bordeaux. Oh, la ville de Bordeaux, le fleuve, bien sûr, le fleuve, Aliénor. Aliénor, je ne peux pas imaginer autrement. Et puis le vin. Il ne peut pas penser Bordeaux sans le vin. Alors, je ne sais pas si ça le définit, en tout cas pour moi. La question, elle est toute trouvée, la suivante. Plutôt vin de Bourgogne ou Bordeaux? Alors, si, pour tout vous dire, je ne peux plus en boire une goutte. Mais si j'avais à choisir, j'aime bien les deux quand même. Vous avez plaisir aux Bourguignons s'ils nous écoutent. La dernière série que vous ayez vue, c'est laquelle? La dernière série que j'ai vue, ça remonte un peu là, parce qu'en ce moment, je regarde plus trop. C'était The Blacklist. Ah, bien.
C'est pas mal ça. Excellent choix. J'ai Et une regardé ça. série qui va sortir là en juillet, enfin sortir, oui, la saison 3. Si je dis La Casa de Papel, ça vous attire ou pas du tout? J'ai beaucoup aimé le premier. J'ai beaucoup aimé la première saison. Bon, c'est plutôt bon. J'ai bien aimé Suits aussi. Ouais, dans un autre registre. Bon, j'en ai quelques-unes comme ça. Mais vous savez, je préfère lire malgré tout. Donc, hein, voilà. On peut pas tout faire. Plutôt Thibaut IV de Blois, comte de Champagne, ou Jacques de Molay? C'est difficile. Difficile. J'ai les deux, mais pas pour les mêmes raisons. D'abord, Thibaut IV de Blois n'a pas été le copain d'Aliénor, donc je l'aime pas vraiment. J'en étais sûr. C'était quand même un sacré personnage. Oui, Et Jacques de Molay a mal fini. Alors bon, voilà. En même temps, il m'a fourni quand même le début d'un beau livre. Bon, non, allez, je peux en choisir un. Est-ce que je peux choisir Cyrano à la place? allez, ben Cyrano alors. Enfin, Mireille, si vous aviez un rêve, ce serait? Si j'avais un rêve, ben, je les ai tous réalisés. Donc concrètement, continuer à vivre. Mireille Calmel, rappelons que vous êtes l'auteur de La prisonnière du diable aux éditions IXO. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Et c'était avec un immense plaisir, Guillaume. Et je vous remercie vraiment, vraiment, parce que chaque fois, je passe un super moment avec vous. Et comme je le passe aussi avec les lecteurs sur les salons de livres à Paris. On recommencera ça très vite. Avec grand plaisir, on recommencera pour le prochain chez IXO, puis le prochain dans l'autre maison d'édition pour ce fameux livre pour les CM1, CM2. Rendez-vous très prochainement. Oui. Côté de Carcassonne et pas loin d'un château cathare. Oh, excellent ça. Merci pour la petite intrigue. Bien, pour la petite... Oui, ça c'est bien. Oh, Carcassonne. Oh mon Dieu, ça va être bien. Ne nous en dites pas plus. Là déjà, vous nous donnez envie. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous. Très bon été. Bonne lecture. Salut.